écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur pour la télévision, la radio, la scène, mais aussi le cinéma. Il est à l'écriture des films Bis ou encore Forte, mais aussi de la série Mike, jouée par Max Boublil sur OCS, auteur aussi pour Elise Moon ou encore Gad Elmaleh avec un fil tendu sur le rire, mais aussi l'amour. Nous rencontrons aujourd'hui Fred Hazan qui vient nous parler de sa nouvelle série Besoin d'amour sur OCS ce jeudi 11 mai, dont il est le créateur. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Alors on regarde. Eh bien oui, c'était obligé. Bonjour Fred Hazan. Bonjour. Je dis Frédéric ou je dis Fred ? Non, Fred, ouais, c'est bien. C'est ouais. Fred. Merci d'être mon invité aujourd'hui. On va comprendre tout au long de cette émission pourquoi j'ai choisi de démarrer avec cette chanson qui parle bien sûr d'amour, de famille. On va y venir. On va découvrir donc cette actualité autour de cette première série Besoin d'amour. Mais d'abord, l'envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour cela, le début, toujours le début. Fred Hazan, vous êtes né le 24 février 77, vous avez grandi dans le Val d'Oise, à Herblay, avec une maman mère au foyer, un papa expert automobile. Quel genre d'enfance vous avez eu ? Une enfance avec deux grandes sœurs, plutôt heureuse, mais assez mélancolique. C'est pour ça que quand vous avez mis Michel Jonas, c'est le genre de musique que j'écoutais, quoi. Ouais. Donc ça remonte pas le moral à fond. Ça justifie aussi pourquoi on retrouve donc cette chanson dans votre série. On va y venir. Vous avez commencé des études de lettres et de cinéma à la fac, mais sans passer aucun examen. Vous étiez, je crois, plus préoccupé par le fait de regarder des films. Ouais, surtout en fac de ciné, j'ai fait que ça. Je regardais des films tous les jours, mais c'est vrai que j'ai pas eu de grand désespoir de mes parents, pas de juste le bac, quoi. Juste le bac. Et donc, quel bac vous avez eu ? Littéraire. Littéraire, c'est assez logique. Il y avait donc une vidéothèque très impressionnante. C'est ce qui fait que vous vous êtes nourri. Et puis, l'écriture en toile de fond, très présente depuis très jeune. Depuis toujours. J'ai toujours écrit des poèmes. D'ailleurs, j'ai un poème qu'il y a dans la série c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais petit. Avec Lila ? Exactement. Ouais. Quand vous êtes dans l'espèce de oui, jardin. on fait une espèce de casting après où on récite une poésie. Voilà, c'est un truc que j'ai retrouvé chez ma mère. Alors, vous allez devenir auteur dans un premier temps pour la télé, pour la radio aussi. Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience ? Télé, ouais, chez Marc-Olivier Fogiel. Ouais, j'avais écrit un portrait de Joey Starr. De Joey Starr ouais, et à la radio ? La radio, je sais, c'est sur Virgin, ouais, je pense, c'est ça, non ? Alors, Virgin, vous êtes resté pas mal de temps. Ouais, 3 ou 4 ans. Ouais. Vous êtes resté 3 ou 4 ans, vous travaillez avec Camille Combal. Exactement. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que je crois que vous êtes restés très amis. Exactement, parce qu'il joue dans la série. Parce qu'il joue dans la série, exactement. Vous faites partie de l'équipe des auteurs donc des Guignols également, pendant 3 ans. Cette question, parce que moi qui suis dans ce métier, auteur, j'ai jamais pensé à demander à mes amis qui font partie des auteurs que l'on peut voir, notamment sur TPMP, comment on devient auteur et comment on se vend, on se propose en tant que tel. Alors j'ai l'impression que maintenant c'est peut-être un peu plus banalisé. Oui, on avoue qu'on a des auteurs, mais avant c'était un peu la profession auteuse où tout le monde a l'impression que tout le monde écrivait tout seul, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des comiques qui avaient des auteurs, des animateurs radio, mais c'est plus un truc, j'ai l'impression, aux États-Unis et tout. Il y a plus une organisation. D'ailleurs en ce moment, les auteurs scénaristes américains sont en grève. Ils sont mieux organisés qu'ici, où c'est un peu toujours honteux de dire t'as un auteur. Quand on est artiste et qu'on a un auteur, c'est presque la honte, quoi. Ouais. Et donc vous, comment ça se passe ? Comment vous mettez le pied à l'étrier en tant qu'auteur à la télé ou à la radio ? Vous venez, vous dites voilà, j'ai envie d'écrire pour vous. Comment ça s'est passé les premiers temps ? Bah ouais, j'écrivais beaucoup de sketchs et après j'allais voir des gens. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait qui s'appelait Nicolas Plisson, qui a repéré énormément d'auteurs et d'humoristes. Je crois qu'il a repéré Jamel et voilà. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et après, mais quand je veux travailler avec quelqu'un, moi, j'hésite pas à demander. Par exemple, j'ai écrit le dernier spectacle de Gad Elmaleh, j'y ai demandé. Ouais. J'ai proposé, quoi. Vous, je suis passé par des amis. Et voilà. Oui, mais vous aviez quand même une petite base, une même grande base, Fred Hazan, il faut le dire quand même. Quand j'ai fait ça, oui, j'avais déjà commencé à bosser, mais il faut quand même pas hésiter à demander. Enfin, au pire, on vous dit non. C'est le seul truc qui puisse arriver.
Alors vous vous êtes ensuite distingué par la suite en écrivant des longs métrages, Bis de Dominique Farrugia, avec notamment Franck Dubosc, Cadmerade, Alexandre Alamy. Il est sorti en 2015. Forte aussi en 2020 avec Melcha Bedia, Valérie Lemercier ou encore Alison Veller. Et vous avez aussi écrit, réalisé et joué dans la série Mike sur OCS avec au casting Max Boublil et Philippe Catherine. Est-ce qu'on peut dire qu'en fil rouge, votre patte, c'est une patte humoristique ? Alors c'est de là d'où je viens, mais aussi bien dans Mike que dans la série dont on va parler, Besoin d'amour, ça devient... Oui, maintenant on appelle ça des sortes de dramédies, c'est-à-dire que c'est drôle et il y a aussi un peu il y a de l'émotion, quoi. Enfin, c'est ce que j'aime, moi, en tout cas. On va le voir que c'est ce que vous aimez dans un instant. Il y a la scène aussi. Vous devenez auteur et metteur en scène. Vous venez de le dire, de One Man Show pour entre autres Elie Semoun et Gad Elmaleh. On vous doit quel sketch ? Alors souvent on sait plus qu'on a écrit quand on écrit à plusieurs. Avec Gad, on écrit, donc il y a Gad qui écrit, Judith Elmaleh et moi-même. Et parfois on sait plus ce qu'on a écrit, donc je peux pas vous dire. Et avec Elie, là c'est plein de personnages. C'était Elie et ses monstres ? Et ouais, et celui d'avant aussi. Ouais. Les deux derniers. Comment ça se passe quand on travaille à plusieurs comme ça ? Comment chacun a une idée ? De cette idée, on en discute et il en découle d'autres choses. Comment ça on écrit plutôt ensemble. Enfin, en tout cas, aussi bien avec Gad qu'avec Elie. On se met autour d'une table et quelqu'un balance des idées et puis on écrit ensemble. C'est vraiment, pour le coup, c'est un vrai travail collectif, quoi. Et donc, comment vous testez les vannes ? Vous êtes avec eux dans les petites salles. Vous savez, on teste le matériel dans ces petites salles dont on parle, le Barbès, le Paname. Ou avec Gad en province, on reste, 10 jours dans un petit théâtre, par exemple à Lyon, et on teste des vannes. Et c'est vrai que parfois on l'envoie un peu au casse-pipe parce qu'il y a des vannes où vous n'êtes vous-même pas sûr. Souvent, quand on est sûr que ça va être très drôle, c'est là où on se plante le plus, quoi. Parfois, on est persuadé, on est trois, on se dit ça va être exceptionnel, et là, souvent, on va vraiment droit dans le mur. Alors, je vais vous faire rire parce que j'ai reçu Gad Elmaleh et j'ai reçu Judith, et je sais plus l'un des deux. Il y en a un qui m'a parlé d'une anecdote où il me semble que c'est Nina Azoulay qui est chroniqueuse, qui a été chroniqueuse chez nous, qui racontait que il y a une vanne que Judith voulait absolument faire à Gad. Gad la sentait pas du tout. Il l'a faite et ça a été le beat complet. Sur le dernier spectacle ? Je crois. Ouais, je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? Ouais. Alors on va savoir ce que c'est. Ah, vous voulez que je vous dise ? Ouais. C'était une histoire de cantine russe, un restaurant russe, et on était persuadés, tout le monde était persuadé que ça allait être bien, sauf Gad qui disait vous êtes sûr et tout. Ouais, voilà. Et il y est allé et ça a été vraiment... un fiasco. Ah ouais. Et en plus, il les vend vraiment bien, donc si ça marche pas avec lui, ça marchera pas. C'est qu'elle est pas bonne du tout. Ouais, c'est sûr. Comment vous êtes rencontrés avec Elie Semoun ? Parce que on va le voir, je pense que vous êtes très proche de lui. Vous avez travaillé notamment sur Ducobu Président. Vous le connaissez depuis un petit moment. Ouais, comment se passent ces rencontres ? Là, on avait un ami en commun qui s'appelle Nance Delgado, qui est auteur, qui a écrit LOL et Bis avec moi. Et voilà, Elie il voulait écrire avec Nance, il cherchait un autre auteur, donc on s'est rencontrés comme ça en bossant. Vous jouez aussi dans le film ? Dans Ducobu Président. Ah oui, non, mais c'est un tout petit truc. Un petit rôle. Ouais, et vous avez aussi un petit rôle dans Reste un peu. Ah oui, là je fais un moine, donc c'est un rôle de composition dans mon cas. Ouais, un rôle très drôle d'ailleurs, je me souviens très bien de vous avoir vu dedans. On va poursuivre donc avec cette série, évidemment, pour laquelle vous venez nous voir, qui s'appelle Besoin d'amour. Aujourd'hui, vous êtes le créateur, réalisateur et interprète principal de votre série qui s'appelle Besoin d'amour. C'est ce jeudi sur OCS. C'est la première fois que vous écrivez, réalisez et que vous jouez totalement pour vous. Dans Mike, j'avais écrit, réalisé, joué, mais j'avais pas le rôle principal. Le rôle principal. Là, ouais, j'ai fait tout. Je fais entrée, plat, dessert. Racontez-nous l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un acteur porno sur le retour, qui bosse plus, qui a plus l'envie de bosser là-dedans, qui est un petit peu déprimé, et il a beaucoup de malaise, il arrête pas de s'effondrer, et il sait pas pourquoi. Et on lui fait un examen, et on lui dit voilà, on a découvert ce que vous avez, c'est assez unique. En fait, vous avez un problème dans le cerveau, vous manquez totalement d'amour. Donc à partir de là, et soit il trouve de l'amour, soit un jour il va tomber et pas se relever. J'ai vu une critique qui dit que vous exprimez formidablement les solitudes modernes sous la forme d'une comédie douce amère. Je suis assez d'accord, mais c'est surtout aussi très drôle. Bande annonce. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que je sois obligé, de te voir. Et si t'arrive quelque chose, probablement je serai triste. Probablement. Bah oui, quand même. Bon, en fait j'ai fait des malaises. Et Marco ? Oui. J'ai vu un docteur. Je crois que vous manquez totalement d'amour. Maintenant, là, je voulais te demander à toi... je voulais savoir si toi tu m'aimes, quoi. Pardon, mais comment tu veux que je réponde à une question pareille ?
T'as quel âge, Marco? 52? 44. Mais oui, mais t'as plus cette petite cette petite lumière dans l'œil, là, cette dinguerie. Bonjour. Parce que moi, en fait, je suis acteur porno. Ok, tout ce que je veux, c'est que tu bandes. Bah, je bande. Pas maintenant. Tu bossais pas près d'une plage à Ajaccio? Bah non. Il suffit que tu fermes les yeux comme ça et t'arrives à imaginer ses yeux, son nez, ses oreilles, sa bouche. Bah c'est que t'es amoureux quoi. Peut-être son cul même, je sais rien tu vois. T'es lourd, Marco. Il y a eu Van Gogh, il y a eu Balzac, et puis il y a toi. Bonjour. Il disait, son don, il sera dans son slip. J'ai l'impression que tout part en couille et que ça va être de pire en pire. Voilà, donc la bande-annonce ce jeudi 11 mai sur OCS de Besoin d'amour. Comment vous est venue, Fred Hazan, l'idée de cette dramédie romantique Besoin d'amour qui est concrètement très amusante? Je vais bien sûr détailler pourquoi je l'ai aimée dans un instant, mais comment est venue cette idée? Alors en fait, j'avais deux idées. Je voulais vraiment écrire l'histoire d'un acteur porno qui arrive plus à bosser dans ce milieu, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui a beaucoup changé. Le porno, il y avait il y a une époque où il y a eu des vrais films porno qui duraient 1h30, qui étaient dans des cinémas, qui avaient pignon sur rue dans Paris, etc. Et lui, il a commencé un petit peu dans des vrais films comme ça, sauf que maintenant, il se retrouve dans un univers du porno, genre Jackie et Michel à la chaîne, très une industrie un peu très glauque quoi. Ouais. Donc lui il arrive plus à bosser là-dedans. Donc moi j'avais l'idée de ce personnage-là et à côté j'ai toujours j'ai lu plein d'articles sur l'hormone qu'on a dans le cerveau, l'ocytocine, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une hormone qui se déclenche quand on est amoureux. Quand on est amoureux. Et j'ai imaginé que si on n'avait pas cette hormone-là, je me suis demandé ce qui pouvait nous arriver. Donc j'en ai parlé à un neurologue qui m'a dit, écoute, c'est vrai que si t'as jamais ressenti d'amour, si t'as jamais été amoureux, si t'as jamais été aimé par quiconque, que ce soit un amour filial, l'amour de sa mère, de ses parents ou d'une femme ou d'un homme, peu importe, tu peux avoir des coups de mou, des malaises, tu peux t'effondrer, quoi. Donc à partir du moment où je me suis dit, tiens, ça c'est possible, qui mieux qu'un acteur porno sur le retour pour mais vous teniez un fil de but en blanc, parce que là on vous dit concrètement c'est possible, on peut en mourir, et donc ce personnage on le voit tout au long de ces 6 épisodes où en fait il s'écroule, il s'effondre à des moments complètement dingues, parce qu'on ne sait pas pourquoi il s'effondre. Et donc, il va voir au tout début, parce qu'il fait ce premier malaise, un médecin, une femme, qui lui dit pas de libérine, donc pas de stimuline, donc l'hormone de l'amour. Et donc, si vous manquez totalement d'amour, eh bien, il vous faut de l'amour et de la tendresse, du pot à pot, comme on fait avec les prématurés, en attendant finalement de trouver la formule de l'amour, donc ce qui va s'affairer à faire tout au long des épisodes, on va le voir. Et en attendant, il y a une petite recommandation, c'est manger du sucre. Ouais. Oui, parce que quand même, le sucre, ça amène un truc, une sorte de shoot d'adrénaline. Oui, quand on manque d'amour, on mange du chocolat en règle générale. Par exemple. Donc, mon héros doit manger du sucre. Moi, j'ai dû faire gaffe quand même sur le tournage. J'ai mangé des bonbons sans sucre, je vous avoue. C'est vrai? Secret, quand même. Bah oui, j'étais obligé de me baffrer de bonbons toute la journée pour toutes les séquences. Donc, j'ai fait gaffe. En tout cas, pour toutes les séquences, c'est très drôle parce que à des moments assez incroyables où en fait, on attend une réponse avec une émotion, on vous voit manger ce bonbon pour compenser. Donc, c'est très agréable. Il y a une chanson aussi que j'ai envie qu'on réécoute. C'est les vacances au bord de la mer, parce que dans les premiers épisodes, donc vous êtes Marco. Marco Delgado, plutôt Marc Gutman en réalité. Vous êtes adopté par 2 parents, donc pédopsychiatres, qui visiblement ont eux aussi un vrai problème avec l'amour. Ouais. Et il y a ce moment où vous perdez votre papa adoptif et vous le voyez allongé sur un lit avec une kippa, parce que votre mère, jouée par Clémentine Célarié, se dit que c'était plus sympa. Ouais, vous apprenez que vous êtes juif en même temps. Je crois qu'en fait, il devait un peu le savoir, mais il a zappé ce truc-là. Parce que dans sa recherche d'amour aussi, ce personnage, il se demande à un moment si Dieu, il peut lui amener de l'amour, si Dieu l'aime, si lui aime Dieu. Il y a aussi ce questionnement-là. Et sa mère lui dit oui, non, on est juif, ashkénaze, t'étais pas au courant, quoi, même si t'as été adopté. Et il y a ce questionnement aussi de ses parents qui sont repartis vers la religion, et lui qui sait pas trop ce que c'est, quoi. Ouais. C'est un personnage qui est largué. C'est ça. Il est comment, ce personnage? Comment vous avez voulu le déterminer? Parce qu'il est très touchant en tant que spectatrice, évidemment. On voit que malgré ce côté un peu simplet, il a beaucoup de profondeur.
Moi, je dirais pas simplé, c'est juste qu'il a pas les codes de C'est notre ça. époque. Ouais. Par exemple, il y a une séquence au début où il parle avec une réalisatrice qui lui dit il faut pas dire qu'une personne est noire. Enfin, il a pas les codes, il sait pas ce qu'on doit dire ou pas dire de nos jours. Donc, il fait des gaffes, il fait des conneries, il va droit dans le mur, mais il fait pas exprès, quoi. C'est un mec, je dirais innocent, quoi. Mais il est pas débile, quoi. Il est pas bête, quoi. On l'a entendu dans la bande-annonce, le rôle de Clémentine Sélarié est incroyable, évidemment. Votre mère dans la série, étonnamment insensible à toute émotion, même à la mort de son mari, avec une espèce, je dirais même de froideur un peu folle, notamment quand vous lui demandez si elle vous aime, parce que votre premier repère, c'est de demander à votre mère si elle vous aime. Elle vous répond que c'est intime. Ouais. Qu'il faut pas poser la question, et elle vous dit c'est pas parce que je suis ta mère que je suis obligée de te voir. S'il t'arrivait quelque chose, probablement que je serais triste. C'est assez fou d'écrire ça. Ouais, c'est fou. Et elle lui dit même si je te dis que je t'aime et que je t'aime pas, c'est horrible. Mais si je te dis que je t'aime pas, et c'est aussi horrible. Donc elle dit en gros je ne peux pas répondre à cette question. C'est ça, mais on comprend qu'elle l'aime pas. Je pense qu'au fil des épisodes, il y a quand même une sorte d'amour. Elle est un peu compliquée, mais elle aussi, elle a besoin d'amour. Elle est complètement seule. Elle est pas mieux que son fils. Hein. Non, et elle se rue dans le travail justement pour éviter de penser. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et à la fois votre mère, Clémentine Sélarié dans la série, elle a beaucoup de sensibilité dans sa manière de voir les autres, notamment avec le personnage de Laura. Puisque quand elles sont au cimetière, eh bien, elle vient un petit peu creuser et voir finalement la sensibilité de Laura, qui est très structurée dans la série et qui est peut-être l'amour que vous ne voulez pas voir. Ça, je peux pas répondre. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère. Ça, mais c'est le grand mystère. On peut imaginer que Laura, qui est la coloc, elle vit avec Marco. On peut imaginer que oui, entre eux, il y a de l'amour, mais encore une fois, elle aussi, elle a besoin d'amour. Et Marco, c'est un peu comme Cyrano, quoi. Il est pas capable il peut plus aider quelqu'un à dire son amour que lui-même dire son amour. Donc il n'arrive pas à s'exprimer. Il faut quand même dire que Laura, elle est jouée par Laetitia Verken, qui a un petit air de Maïwenn. Moi, je trouve un petit air léger de Maïwenn. C'est une actrice extraordinaire. Exactement, elle est formidable. Je l'ai vue aussi dans la série Des Heures de Florence Foresti sur Canal+, où elle joue le rôle d'une amie de Florence Foresti, très forte évidemment. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire. Qu'est-ce qu'on peut dire que Marco a de vous, Fred Hazan ? Parce que c'est vous qui avez écrit le personnage quand même. Ouais, alors déjà ce que je dois dire, c'est que le personnage de Clémentine n'a rien de ma propre mère, parce que je me suis fait engueuler quand même pas mal de fois à cause de ça. J'imagine que ça n'a pas dû lui plaire. Les réunions de famille, elles ont été elles ont été agitées, donc je le dis officiellement. C'est bon, j'imagine qu'elle nous écoute, elle est beaucoup plus sympa. Voilà, c'est compliqué d'être aussi peu sympa que le rôle de Clémentine. Non, qu'est-ce qu'il a de moi c'est toujours compliqué, on met de soi, oui, je sais pas, peut-être... La pudeur, il n'y a pas de pudeur. Est-ce que moi je suis pudique ? Non, ça vous pouvez pas me dire que vous êtes pudique. Ah, parce que je suis tout nu. Oui, mais la pudeur, c'est pas ça, non ? C'est vraiment ça, vous pensez ? Il y a plusieurs formes de pudeur. Non, surtout que la séquence dont vous parlez, c'est-à-dire c'est le début de la série. Là, c'est juste derrière nous, on voit mes fesses. dans les écrans. J'ai tellement l'habitude de voir ça. Non, là, j'étais pas vraiment tout nu parce que j'avais un petit cache sexe, mais en tout cas, il y avait beaucoup de figurants. Ce jour-là, il fallait que je chute devant eux. Donc ils étaient au moins, je sais pas, 60 ou 70. Donc il a fallu refaire 19 fois cette séquence et tomber 19 fois tout nu devant tous ces gens. Donc peut-être qu'éventuellement je suis pas pudique, vous avez raison. Est-ce que c'est un rôle cousumain pour vous ? Est-ce que c'est le rôle que vous rêviez de jouer ? Fred Hazan. Oui, pour le coup, je me suis écrit exactement ce que j'avais envie de dire, et en tout cas, si c'est pas bien, c'est que de ma faute. Je pourrais pas m'en prendre à quelqu'un pour une fois. Je pourrais pas dire c'est le réal qui a mal fait. Vous êtes sur tous les fronts, en effet. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas difficile justement ? D'avoir ce regard sur, d'une part, l'écriture, la réalisation, le jeu d'acteur. Quand on fait tout soi-même, je vous assure, la série est super, mais est-ce que c'est compliqué ou pas ? C'est compliqué, mais il faut avoir des gens en qui vous avez confiance, c'est-à-dire un premier assistant, une script, dans mon cas, à qui vous pouvez poser des questions. Puis on a aussi des partenaires de jeu. Quand on joue avec Gérard Jugnot ou Clémentine Sélarié, je pense qu'il faut avoir l'humilité de leur dire qu'est-ce que t'en penses là ? Est-ce que c'était bien ? On l'a réessayé comme ça. En même temps, j'ai vraiment des super partenaires. C'est comme au tennis, quoi. Quand on joue contre des bons, on joue un peu mieux, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez un casting de choix. Qui a décidé de vous accompagner et qui vous avez choisi pour jouer avec vous dans cette série Besoin d'amour ? Moi, qui j'ai choisi, en tout cas, Clémentine, je ne la connaissais pas, Clémentine Sélarié, donc je suis passé par la voie, j'ai envie de dire, quasiment la voie postale, quoi. Je lui ai envoyé les épisodes et elle m'a dit oui, on a déjeuné, et ça s'est passé très simplement, et donc comme quoi il faut
Il faut Il faut oser. tenter. Il faut toujours exactement. tenter sa chance. Gérard Jugnot, je le connaissais un petit peu plus. On a écrit un film ensemble. Mais c'est pareil, il fallait aussi qu'il veuille venir ces 3-4 jours jouer avec nous. Ariel Mallet, on se connaissait un tout petit peu, mais pas énormément. Via Judith, peut-être. Voilà, exactement. Donc, Qui est formidable dans le rôle du rabbin. Ouais. Déjà, on voit sa tête, on a envie de rire. Ouais. Et il le joue très bien. Il le joue bien et on a une séquence dans le dernier épisode où on parle vraiment de religion, de Dieu, et c'est une séquence qui était très très longue à jouer. C'était toute une journée là-dessus, très spirituelle et tout. Ça a été génial, on s'est éclaté. C'est vraiment c'est un acteur très profond, c'est un super acteur vraiment. Il y a aussi Tariq qui joue avec vous le rôle de votre collègue videur de boîte de nuit, Camille Combal bien sûr. Gérard Jugnot, vous venez de l'évoquer. Et il y a aussi une certaine Lila dans la série qui joue le rôle de votre fille qui n'est pas en réalité votre fille. Ouais. Très jolie comédienne qu'on ne connaît pas. Anouk Villemain. Et voilà, Anouk Villemain. Et je voulais lui faire aussi un clin d'œil. Comment j'imagine que vous êtes proche de ces acteurs en majorité, que vous connaissez peut-être même depuis longtemps, qui sont vos amis ou... Non. Laetitia Verken, je la connaissais pas. Anouk non plus. En fait, j'ai une directrice de casting, mais moi j'aime bien faire le casting, donc je le fais avec elle. Donc je joue avec tous les comédiens qui viennent passer le casting pour ces rôles-là. Et après, une fois qu'on se dit qu'on va travailler ensemble, moi je fais énormément de lectures. Donc c'est-à-dire que 3 mois avant le tournage, on a beaucoup lu, beaucoup préparé. Donc d'une certaine manière, quand on commence à jouer, on se connaît un peu. Mais autrement, non. Laetitia qui joue ma coloc, je la connaissais vous pas la du tout. connaissiez pas. Du tout. Il y a beaucoup de hasans en générique. Il y a des hasans, ouais. Il y a mon fils qui joue le petit patient de Clémentine. Très bien. Voilà, le petit garçon qui a 8 ans. Ça a été l'acteur le plus compliqué à diriger d'ailleurs. Toujours pareil. Non papa, j'ai pas envie. Ouais, à un moment il a menacé d'arrêter de jouer s'il n'avait pas une glace quand même. Il a dit je joue plus. C'est le seul comédien à avoir fait des caprices sur le tournage. C'est un peu logique. Dans le fond, Fred Hazan, à travers les personnages que l'on découvre alors dans cette série, on vient de l'expliquer longuement, il y a ce sujet en toile de fond, c'est peut-on vivre sans amour? Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans amour? Oui, mais très mal, j'ai l'impression. Mais non, je dirais non. Et on a la preuve avec mon personnage, même si c'est scientifiquement plus ou moins prouvé. Non, je pense qu'il faut avoir au moins été aimé pour avoir un peu de force. Autrement, c'est pas possible. On voit que mon personnage qui a pas du tout été aimé et qui n'a pas aimé est complètement... il est faiblard quand même. Ouais, il s'effondre, il tombe beaucoup. Oui. Mais s'effondrer, justement, il y a 2 manières de le voir, la manière physique et la manière mentale, justement. C'est une première saison très réussie, je me permets de vous le dire, Fred Hazan, très bien écrite. Évidemment, les amorces d'avant-générique sont excellentes. Soit on est ahuri par ce qui se passe, soit on est mort de rire et on se dit c'est complètement fou. J'ai trouvé que, cette série m'a fait penser au rythme, en tout cas la rapidité de la série Bref sur Canal+, avec ces images comme ça qui s'entrechoquent, qui viennent un peu nous bousculer dans le fait que nous on est tranquille derrière la télévision et ça vient un peu ça vient nous chercher. On est sur un 26 minutes. Est-ce que justement c'est par rapport au chiffre de Dieu ou c'est parce que c'est le temps réglementaire? C'est hélas le temps réglementaire, mais c'est une belle image. Non, parfois ça fait même un peu plus, mais en tout cas, ce dont vous parlez, c'est-à-dire les séquences que je fais avant le générique, moi j'adore faire ça. Ouais. J'aime bien avoir 3 minutes où ça bastonne et après envoyer le générique pour laisser respirer le spectateur. Votre réalisation est aussi très singulière, plongée, contre-plongée, des images très belles. C'est un moyen une nouvelle, à mon avis, forme de réalisation que je n'avais jamais vue jusqu'alors. Et je trouve que voilà, c'est très bien, très intéressant et qu'il faut voir cette série composée donc de 6 épisodes sur OCS. Ce sera dès ce jeudi 11 mai. Si ça fonctionne, une 2e saison est prévue, j'imagine. J'ai plein de sujets encore à explorer, donc c'est fort. De toute façon, vous pouvez y rester, à mon avis, très longtemps, je pense, sur cette série. C'est un sujet éternel, infini. Et oui, on continue, vous restez avec nous. On poursuit cette émission avec Fred Hazan pour la série OCS, Besoin d'amour, diffusée à partir de ce jeudi 11 mai. Mais tout de suite, le rappel des titres. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigo.
Bonjour Alexandra. Bonjour Cyril, à la une de l'actualité en Israël, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant demande aux maires du sud du pays de préparer les résidents à un éventuel conflit avec la bande de Gaza. Nous devons être préparés à tout scénario, a averti le ministre suite aux frappes de Tsahal ce matin dans la bande de Gaza et des tirs de roquettes attendus cet après-midi en représailles. Plus de 4500 habitants se préparent à évacuer le sud d'Israël. Les écoles sont fermées. Des villes du centre d'Israël ont également ouvert des abris antimissiles pour accueillir un maximum de monde. Tous les civils israéliens vivant dans un rayon de 40 km autour de la bande de Gaza doivent rester à proximité d'un abri en cas de tir de roquettes palestiniennes, et ce jusqu'à demain 18h. Diplomatie, l'ambassadeur des États-Unis en Israël Tom Knight va quitter ses fonctions. Il avait conseillé à Benjamin Netanyahou de freiner la promotion de la réforme judiciaire en Israël. Washington n'a pour l'instant donné aucune information sur l'identité de son successeur. L'actualité en France, l'avocat et ancien ministre Georges Kiegemann est mort à l'âge de 90 ans. Il a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associée à de retentissantes affaires judiciaires. Une carrière brillante pour ce fils de déporté qui a grandi dans la pauvreté. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Fred Azan et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Donner au Ternion, c'est agir pour les sciences et la technologie en Israël et dans le monde. Les chercheurs du Ternion se mobilisent pour agir en faveur de la santé humaine et du développement durable. Participez à cette mission. Choisissez les sciences, la technologie et l'innovation pour faire face aux crises et répondre aux grands enjeux de demain. Avec votre don et les avantages fiscaux offerts, soutenez le Ternion pour un monde équitable et durable. Ternion France, 01 40 70 13 28 ou ternionfrance.org. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, rouvre enfin 80 ans après sa fermeture. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au bûchon. Le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Fred Azan. Dans cette partie d'émission, on découvre alors toute la culture du moment. Bien sûr, on vient de le faire avec votre série sur OCS qui démarre ce jeudi, Besoin d'amour. Mais on découvre maintenant toute la culture du moment d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre pour nous parler d'amour, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Fred Azan, bonjour à toutes et à tous. On va continuer à parler d'amour parce que, cher Fred Azan, j'ai une petite introduction. Il serait stupide de ma part et inconvenant en plus si je vous demandais si vous aviez besoin d'amour. Alors, le titre de votre nouvelle série Besoin d'amour, elle est accueillie avec beaucoup de chaleur par les médias. Elle révèle un problème que nous avons tous, je dois avouer. Et la réussite de votre scénario est de faire de ce manque une véritable maladie. Alors Marco, votre héros, tombe inanimé sans comprendre ce qui lui arrive. D'ailleurs, il est amusant que l'on parle de maladie d'amour quand on est passionnément amoureux, mais pas de maladie quand on en manque. Ça, ce serait peut-être un sujet à creuser. C'est le sujet en tout cas. Moi, voilà. C'est comme une maladie ce qu'il a. Exactement.
Alors, au théâtre, puisque on va parler théâtre, vous avez aimé, comme nous, Suite Royale, qui est donnée au Théâtre de la Madeleine avec Elise et Moon. On a trouvé super l'histoire de ce couple amoureux. Julie de Bonnat. L'histoire de ce couple qui est amoureux et que la promesse d'un succès littéraire vient perturber parce qu'ils vont pratiquement divorcer. Mais pour vous, j'ai choisi pour ma chronique théâtre un spectacle adorable qui ne parle que d'amour. C'est un spectacle à la fois théâtral et musical. Il s'agit de Mozart, mon amour, que le journaliste et amoureux de théâtre Christophe Barbier a écrit sur la vie et l'œuvre de Mozart. Mozart est le compositeur de l'amour, écrit-il dans le programme de son spectacle. Est-ce que le petit Wolfi manquait d'amour étant petit? Ce qui est certain, c'est que par sa musique, ses concertos, ses symphonies, ses opéras, il nous en offre vraiment beaucoup. Le spectacle est créé au Poche Montparnasse sur un tout petit plateau. Comment peut-on évoquer toute l'œuvre de Mozart en 1h15, Hélène? Eh bien, Cyrielle, c'est le défi. C'est justement tout le talent de Christophe Barbier qui réunit sur un petit plateau, une soprano, la talentueuse Pauline Courtin, un pianiste, Vadim Scher, et autour de lui-même qui incarne Georg Nikolaus von Nissen, un diplomate danois décidé à rétablir la gloire de Mozart à la cour de Vienne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un ambassadeur danois à la retraite vient faire dans la vie de Mozart? Eh ben oui, nous sommes en 1791. Wolfgang Amadeus Mozart vient de mourir. Son cadavre, comme celui de Molière, est jeté dans la fosse commune de Vienne. Sa jeune femme Constance, que joue Pauline Courtin, est criblée de dettes. Il n'a que 35 ans et il n'avait pas eu la force ni le temps d'achever son fameux requiem qu'un mystérieux personnage lui a commandé. Seul son rival italien Antonio Salieri est présent lors de son enterrement et c'est son jeune élève Süssmayer, l'ancien élève de Salieri, qui devient son assistant, qui achèvera le requiem d'après les propres notes de Mozart. 2 ans plus tard, von Nissen, le diplomate danois, totalement amoureux de la musique de Mozart, décide de contacter sa femme Constance et de se plonger dans son œuvre géniale. Cette recherche passionnée aboutira à un mariage non consommé entre von Nissen et Constance et surtout à la rédaction et publication, 13 ans après la mort de Mozart, de la première biographie du génie nourrie de nombreuses lettres à son père et à sa femme. C'est donc grâce à lui que nous connaissons mieux le compositeur, Hélène. Exactement. C'est grâce à ce bouquin, lui et Constance, aidés par la grande sœur de Mozart qui s'appelait Nannerl, ont révélé derrière le mythe du génie précoce, en fait, un personnage plein d'humour, de fantaisie, ivre de vie, qui passait son temps à faire des blagues, souvent grivoises. Oui, exactement. C'est carrément scatologique. Je vais pas le dire à l'antenne, mais c'est fait. Disons que voilà, c'est fait. Enfin, je dirais pas ce qu'il dit, mais voilà. Donc, à l'âge où les enfants ne savent pas encore lire et écrire, il composait des menuets et à 15 ans, il donnait ses premiers concerts à la cour de Versailles. Son père était professeur de violon, il veille au grain et la petite famille fait très vite le tour de l'Europe avec cet enfant prodige qui est tout sauf sage et qui émerveillera toutes les salles de concert. Sur scène, c'est von Nissen qui est joué par Christophe Barbier qui nous raconte cette fabuleuse histoire que l'on savoure les yeux fermés, éblouis, émus par tant d'émotions et de beauté. Il s'adresse à nous comme si nous faisions partie de la cour de Vienne et que nous devions comprendre Mozart, à la fois coquin, magistral, comique et tragique. Pauline Courtin chante à la perfection quelques-uns des plus beaux airs de Don Giovanni à la flûte enchantée. Vadim Scher joue au piano et campe l'élève Süssmayer, injustement moqué par son jeune maître, car Mozart, comme tous les génies, ne peut être réduit à un buste de marbre. Il composait rapidement, dans une énergie incroyable, il parlait 5 langues, pouvait reproduire d'oreille une symphonie entière. Et ce qu'il y a d'épatant dans ce spectacle, c'est que nous observons la transformation du jeune Mozart, la maturation d'un génie qui se frotte au classicisme avec la musique de chambre, au religieux avec les messes, au faste italien avec les opéras, l'amour, mais aussi l'amitié, la souffrance, la rivalité, la jalousie, l'inquiétude, la mélancolie, tous les sentiments humains sont présents dans les œuvres de Mozart qui nous les retranscrit avec une limpidité, une magie sans égale. J'ajouterai, cher Fred Hazan, que l'on sort du spectacle, le cœur rempli d'amour et que c'est bien agréable. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Mozart, mon amour de Christophe Barbier, également avec sa compagne Pauline Courtin, évidemment, qu'il faut venir voir. Ça joue tous les lundis à 21h au Poche Montparnasse, sauf le 12 juin. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Bonjour.
Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors, actualité oblige, on commence en musique avec un artiste dont vous êtes proche puisqu'il a signé la bande originale de votre nouvelle série. Bande originale, sauf erreur de ma part, qui sortira le 19 mai. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous travaillez ensemble puisqu'il avait également composé la BO de votre série. Mike, cet artiste, c'est donc Sinclair. On peut entendre votre image, le titre qu'il a révélé au public il y a exactement 30 ans. C'était en 1993, ça ne nous rajeunit pas. Alors Sinclair, Mathieu Blanc-Francard, de son vrai nom, qui est passionné de musique depuis son adolescence. Au lycée, il ne pensait qu'à ça, si bien qu'il a réussi l'exploit assez incroyable, peu de gens peuvent s'en vanter, de rater son bac alors qu'il était au lycée Janson de Sailly à Paris où le taux de réussite avoisine les 100%. La preuve que le dicton « passe ton bac d'abord », ce n'est pas valable pour tout le monde. Blague à part, Sinclair était prédestiné à la musique. Il est en effet le neveu du créateur de l'émission Les Enfants du Rock et son frère n'est autre que l'un des membres du groupe Cassius. En tout cas, il a connu le succès assez jeune, dès 23 ans, grâce à son premier album, Que justice soit faite, pour lequel, à l'image de l'un de ses modèles, Prince, il a tenu à y jouer tous les instruments, excepté la batterie. Sinclair, en parallèle de sa carrière de chanteur, qui est donc aussi un habitué des musiques de films ou de séries, puisque des réalisateurs comme Guillaume Canet lui font confiance, et puis vous, aujourd'hui. Et on a envie de savoir, Frédéric Hazan, quel lien vous avez avec Sinclair et comment vous vous êtes rencontrés? On se connaît depuis pas mal de temps, on est très potes, très amis, donc on se voit assez souvent. Et moi j'adore travailler avec lui. Et là on a vraiment beaucoup bossé. On avait beaucoup bossé pour Mike, mais là on a pris énormément de temps. Il y a énormément de thèmes dans la série. Et il joue aussi dans la série. Il joue un client. Un client qui me prend la tête, avec qui je vais me battre, mais j'ai encore un malaise, donc je tombe. Donc une scène de bagarre, quoi. Ouais. J'aime bien les séquences de bagarre. Je reste quand même un garçon dans le fond. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment un très très grand compositeur. Il a fait plein de musiques de films et c'est un super gars, quoi. Vraiment. On aimerait beaucoup le recevoir. Ah ouais, dites-lui vraiment avec grand plaisir. Il doit nous écouter, on va lui dire. Il est bienvenu. On poursuit en musique encore une fois avec une chanson de votre playlist actuelle, Fred Hazan. Et on passe à un autre registre. Oui, changement de registre, puisque l'une des chansons de votre top 3 du moment, c'est Flowers, de la chanteuse américaine Miley Cyrus. Une chanson présente sur son dernier album, sorti le 10 mars dernier, qui parle d'un amour déçu, et qui est un petit tacle adressé à son ancien mari, l'acteur Liam Hemsworth, star de Hunger Games, qu'elle avait rencontré en 2009 et dont elle est séparée depuis 2020. Une rupture que Miley Cyrus digère visiblement mal, donc elle a voulu en parler dans sa chanson, donc dans Flowers, qui est une sorte d'hymne revanchard sur la vie, même si c'est subtil. Miley Cyrus évoque en effet son mariage avec son ex, leur maison de Malibu qui a brûlé, mais aussi leur rupture, ses larmes et la difficulté qu'elle a eu à s'aimer elle-même de nouveau après leur séparation. Voilà, il est beaucoup question d'amour dans cette chanson, un peu comme votre série. De rupture, mais ça fait les meilleures chansons, les ruptures. En tous les cas, cette chanson, dans laquelle donc la chanteuse raconte son spleen, comme vous le dites vous-même, ça fait les meilleures chansons. Et bien, ça lui a porté chance puisque dès sa sortie, elle a été très rapidement dépassée. Elle a dépassé les 100 millions de streams sur la plateforme Spotify. La chanson est même arrivée première au classement aux États-Unis, ce qui n'était pas arrivé à Miley Cyrus depuis 10 ans. Miley Cyrus, qui on le rappelle, s'est fait connaître en 2006 grâce à son rôle de Hannah Montana, l'une des séries phares de Disney. Une série dans laquelle elle avait une image très sage, à l'image de ce qu'elle était dans la vie. On rappelle en effet que pendant longtemps, Miley Cyrus se rendait régulièrement à l'église et portait un anneau de pureté, symbole de sa virginité. Les années ont passé et Miley Cyrus s'est totalement affranchie de cette image, ce qui lui a valu d'ailleurs de nombreuses critiques. Dans une Amérique puritaine, le public a en effet du mal à digérer la transition de Miley Cyrus, qui est passée du statut de petite fille sage et chaste à celui de pop star rock apparaissant dénudée en une des magazines. Miley Cyrus qui répondait aux critiques en disant cette phrase que j'ai trouvée assez savoureuse. Faire la fête ne fait pas de vous une mauvaise personne, tout comme aller à l'église ne fait pas de vous une bonne personne. C'est bien vrai. Bien résumé. Ouais, je trouve que c'est très bien résumé. Quand j'ai entendu cette chanson, je sais pas vous, mais moi je me suis dit que c'était Lady Gaga à un moment donné. Je trouve qu'elle aurait très bien pu la chanter. Mais ça reste vraiment dans la tête. Mais c'est ma fille qui écoute ça. J'étais sûre, j'allais vous le demander. Elle se brosse les dents avec 3 fois par jour. Mais c'est une bonne chanson. Oui, mais je pense que c'est le tube de l'été. Il fait partie en tout cas des tubes parce que qui va rester. J'ai des goûts de musique très tristes, donc je vous ai épargné tout le reste. C'est vrai que pour une chanson qui parle de rupture, l'air est plutôt gai. On aurait pu faire Michel Jonas aussi. On aurait pu. On aurait pu. On poursuit avec de la littérature et votre lecture du moment. Oui, alors il s'agit du livre Cinéma Spéculation de Quentin Tarantino, qui est apparemment votre livre de chevet du moment. Un livre paru le 22 mars dernier, dans lequel le réalisateur parle de sa passion
pour le cinéma et dans lequel il raconte également des histoires personnelles. Comme Tarantino le dit lui-même, je le cite, il voulait écrire sur le cinéma et il a fini par nous raconter l'histoire de sa vie. Et il faut dire que le cinéma est totalement indissociable de la vie de Quentin Tarantino. Alors, fils d'une infirmière, Tarantino ne connaît pas son père qui quitte le domicile familial avant même sa naissance. La mère de Tarantino se met en couple avec un pianiste de bar et c'est lui qui fait découvrir le cinéma au petit Quentin qui passe donc ses journées entières à regarder des films et ce, dès l'âge de 10 ans. Les premières années, Tarantino visionne énormément de films de kung-fu, ce qui le marque profondément et ce qui explique d'où vient la violence récurrente qu'on retrouve dans tous ses films. Ça vient de là. Il a dévoré des films de kung-fu. Mais c'est la base. Quand on pense à Tarantino, on se dit que forcément ces scènes sont obligatoires. Un film sans scène de violence n'est pas un vrai Tarantino, on est d'accord. Alors Tarantino, donc, il va logiquement très tôt travailler dans le cinéma, mais dans des boulots peu glorieux. À 15 ans, après avoir redoublé sa 3e et abandonné ses études, il travaille comme projectionniste dans un cinéma porno. Vous parliez du porno tout à l'heure, et c'est par là que Quentin Tarantino a commencé. Alors pas en tant qu'acteur, en tant que projectionniste. Puis un an plus tard, à 16 ans, il devient ouvreur, toujours dans un cinéma porno. Alors il tente ensuite la carrière d'acteur en jouant un sosie d'Elvis Presley, mais personne ne veut de lui en tant que comédien. D'ailleurs, lui, il reconnaît, malgré le succès qu'il a, que c'est un très mauvais acteur, mais aussi pour ça qu'on le voit dans tous ses films faire des petits caméos. C'est justement un petit clin d'œil à sa carrière d'acteur entre guillemets ratée. Il reconnaît lui-même que c'est pas un bon acteur, mais il tenait quand même à apparaître dans tous ses films. En tout cas, au final, ce sont ses talents d'écriture associés à son vécu si particulier qui feront de lui le monstre sacré du cinéma qu'il est devenu. Un vécu compliqué sans lequel il n'aurait sans doute pas eu l'inspiration qu'il a eue. On comprend mieux pourquoi le cinéma et la vie de Tarantino sont absolument indissociables. On va terminer avec un autre réalisateur que vous appréciez, Fred Hazan. Oui, il s'agit de Pedro Almodóvar, qui présentera au prochain Festival de Cannes un court-métrage très attendu. J'ai vu, c'est même pas court, c'est même moyen. C'est court moyen. Alors, je connais pas la durée exacte. Je crois que c'est presque moins d'1 heure. Oui, c'est moins d'1 heure de toute façon. C'est une sorte de Brokeback Mountain, non ? C'est ça, où il y aura Ethan Hawke et Pedro Pascal, qu'on a vu à l'affiche dans la série Netflix sur un film adapté d'un jeu vidéo dont le nom m'échappe, Last of Us. Ouais. Alors Pedro Almodóvar, un réalisateur qu'on ne présente plus et qui, comme Tarantino, il a connu un destin assez singulier. À l'âge de 8 ans, il est envoyé dans un internat catholique car ses parents nourrissent l'espoir qu'il devienne prêtre. Problème, le petit Pedro s'ennuie. Comme Tarantino, il tue donc cet ennui mortel en passant ses journées entières à regarder des films. En 1967, à 18 ans, dès qu'il est majeur, il quitte cette vie monacale qu'on veut lui imposer et s'installe à Madrid pour devenir réalisateur, la seule chose qui l'intéresse. Il survit alors grâce à des petits boulots comme vendeur de rue, puis assistant administratif d'une compagnie de télécom. Et grâce à l'argent qu'il gagne, il s'achète sa première caméra. Il a alors 22 ans, une Super 8, et commence à réaliser des courts-métrages diffusés dans les scènes nocturnes de Madrid et de Barcelone. Les courts-métrages, c'est donc par là que tout a commencé pour Pedro Almodóvar, ce qui donne une consonance particulière à ce court-métrage qui sera diffusé, court ou moyen, qui sera diffusé cette année au Festival de Cannes et qui sonne donc comme une sorte de retour aux sources pour Almodóvar. Almodóvar, un réalisateur tendance, dont le souhait le plus cher, paradoxalement, est de ne plus être tendance, puisqu'il a déclaré « J'espère un jour ne plus être à la mode pour devenir un classique ». Être un classique, c'est pour lui la plus belle des reconnaissances. Merci Jérôme Goulon. Vous serez à Cannes, vous, cette année, Fred Hazan ? Non, je ne pense pas, non. Non ? Je vais rester à Paris, je suis désolé. C'est pas grave. Ouais. Merci Jérôme Goulon. Tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange ça. Ça va casser des latés. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric Hazan. Alors avant de commencer, j'ai galéré à écrire une chronique sur vous. D'habitude, j'aime bien me renseigner sur l'invité avec Wikipédia. Et là, j'avoue, j'avais pas grand-chose. J'ai compris que vous étiez surtout un auteur, un homme de l'ombre. Alors du coup, j'ai tapé votre nom sur Google et j'ai trouvé un Frédéric Hazan homonyme. Alors Frédéric Hazan, bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Bouchard. Ouais. Alors après avoir étudié à l'université de Provence. Non, évidemment, je décode évidemment que j'ai trouvé des infos sur vous et j'ai parcouru un peu ce que vous avez fait. Alors vous avez beaucoup écrit pour des films, des séries, pour du théâtre, comme par exemple Forfait Infidélité,
Après l'amour, vous avez même joué dans le film Reste un peu de Gad Elmaleh. Là, vous venez nous voir pour votre série Besoin d'amour. Je résume un petit peu. Donc, forfait infidélité, après l'amour, Reste un peu, Besoin d'amour. Est-ce que vous voulez nous faire passer un message aujourd'hui, Frédéric Hazan ? Je sais pas de quoi vous parlez. Non. Alors, comme c'est le coup de fourchette, tout ce que je peux vous conseiller quand on a besoin d'amour, c'est une bonne glace à Gendas, macadamia et dulce de leche. Très bien. Oui, bien sûr, on est logé à la même enseigne. Alors c'est pas un remède, c'est une compensation sentimentale pour combler le vide intersidéral qu'on a dans le cœur. Et je comprends bien de quoi je parle. Alors, qui dit coup de fourchette dit plat préféré. Vous, c'est la baragna de votre mère avec des aubergines frites. J'adore parce qu'à la base, des aubergines, c'est un légume. Et puis on a réussi à rendre le légume très frit. Voilà, c'est. Mais je ne sais pas ce que c'est baragna. Alors c'est un plat. Alors c'est un plat avec c'est ça de la viande, du paleron. C'est un plat qui est d'Algérie. C'est des aubergines frites, du paleron et des haricots blancs. C'est ça. Très lourd. Attendez, je viens d'Algérie, je ne connais pas. Je vais porter plainte. C'est un plat d'Algérie. Ça dépend de la ville. Voilà, donc ils ont réussi à rendre des aubergines caloriques, voilà, les Arabes. Alors comme je disais, vous venez nous voir pour votre série Besoin d'amour, c'est votre série, mais vraiment votre série à vous. Vous êtes créateur, scénariste, réalisateur, acteur. Est-ce que c'est la réforme des retraites qui vous fait peur ou est-ce que... Ouais, exactement, je me dis s'il y a encore un Covid ou un truc comme ça, j'essaie de mettre de côté un maximum là. Ouais. Alors Besoin d'amour, je pense qu'on a tous besoin d'amour et que même quand on dit ouais, moi l'amour ça m'intéresse pas, mais il faut distinguer plusieurs amours. Il y a l'amour maternel, il y a l'amour fraternel, il y a l'amitié qui est une forme d'amour. Et là on est en train de basculer sur une conférence sur l'amour, c'est chiant, donc je vais reprendre tout de suite. C'est vrai qu'on a tous besoin d'amour, et des fois on le sait même pas. Voilà, par exemple, je sais que Cyril est amoureuse de son travail. Moi je suis amoureux de la raclette. Vous êtes amoureux de la famille Elmaleh. Oui, non, parce que voilà, Gad en reste un peu. Voilà, il a envie de devenir catholique, et hop, dans la série vous avez choisi Arié pour faire un rabbin. C'est quoi le projet? Est-ce que Judith va devenir un imam dans bouddhiste peut-être? Elle joue dans la série aussi. Ouais, elle a un rôle. Après ça va partir en cacahuète sur Radio J, elle va vous interroger, elle va dire c'est quoi pour vous la définition de l'amour, Frédéric Hazan? Vous allez voir, je la connais. Vous savez quoi, j'allais poser la question juste après la chronique. Je la préparer ma réponse. Mais donc voilà, donc besoin d'amour, c'est un sujet qu'on pourrait avoir au bac. Est-ce qu'on a besoin d'amour? Moi je pense que le besoin le plus important c'est manger. C'est beaucoup plus sympa que l'amour parce qu'on sera jamais déçu par un pot de Nutella ou la baragna de votre mère, Frédéric Hazan. Et je finirai sur ces paroles magnifiques de Laurie, notre chanteuse contemporaine. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins tous les jours sur OCS le 11 mai. Merci Frédéric Hazan. Merci beaucoup Jordi. Merci pour cette belle chronique. On vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens sur votre compte Instagram jordi.journaux, en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr, toutes les plateformes d'écoute de l'émission. On se dit à la semaine prochaine. Et ben à la semaine prochaine. J'ai besoin d'amour. C'était prévu ça? Non mais je connais bien la régie. Bravo à la régie, merci Benjamin. Et puis alors c'est quoi la définition de l'amour, Fred Hazan? C'est dur je pense qu'il faut vraiment regarder la série à partir du 11, que tout est expliqué dans le premier épisode. Dès le début vous allez tout comprendre. C'est vrai. Allez, on poursuit cette émission, vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour, mais aussi notre experte pour le portrait de notre invité. Vous avez vu, vous êtes gâtés. Et on poursuit évidemment, notez que vous pouvez également nous appeler, questionner notre invité en direct. Pour ce faire, appelez-nous au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26, ou encore sur les plateformes de streaming de Radio J ou sur le live sur la page Radio J évidemment. Tout de suite, une petite pause musicale, la pause aussi, le journal de l'info. Restez connectés. Cherry red, master roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
cry, but then remembered I – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Est-ce que ça vaut la peine? 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 Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Et si vous vous laissiez surprendre par vos prochaines vacances? Embarquez avec MSC Croisières pour un voyage inoubliable de 11 nuits vers Israël et découvrez Haïfa et Jérusalem en passant par l'Italie, la Grèce et Chypre. Profitez vite de nos offres à partir de 849 € par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisières.fr. MSC Croisières, découvrez le futur de la croisière. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Chaque semaine et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénicou.
Bonjour Alexandra. Bonjour Cyril, à la une de l'actualité en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant prendront la parole à 20h ce soir pour faire un point sur la situation sécuritaire. Le ministre de la Défense qui a demandé tout à l'heure aux maires du sud du pays de préparer les résidents à un éventuel conflit prolongé avec la bande de Gaza. Le djihad islamique promet de répondre aux frappes israéliennes alors qu'une menace conjointe des groupes terroristes de Gaza assure que les dirigeants israéliens en paieront le prix. Tous les civils israéliens vivant dans un rayon de 40 km autour de la bande de Gaza doivent rester à proximité d'un abri en cas de tir de roquettes palestiniennes, et ce jusqu'à demain 18h. C'est dans ce contexte de crainte de représailles que des centaines de réservistes sont appelés à renforcer les rangs de Tsahal aujourd'hui. Une opération militaire condamnée par la France. Paris exhorte Israël à respecter le droit international humanitaire. La France a rappelé les obligations de protection des civils et de respect du droit international humanitaire qui incombe à Israël après la mort de 13 terroristes palestiniens ce matin. Le Qatar, l'Égypte, la Turquie et l'ONU ont également condamné les frappes de ce matin. Une opération militaire qui a permis l'élimination de 3 chefs du groupe terroriste djihad islamique et de 10 centres de fabrication de roquettes. Les explications de Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Bouclier et flèche qui a été lancé vers 2h du matin cette nuit et qui a permis d'éliminer en quelques instants 3 des principaux responsables du djihad islamique. Il s'agit de Tarek El-Azadine, responsable des opérations terroristes du djihad à Gaza et en Judée-Samarie, de Khalid Baitini, commandant du front nord du djihad islamique, et de Djihad Hanem, le secrétaire général du conseil militaire du djihad. Ils ont été éliminés lors de raids aériens lancés par l'armée de l'air israélienne. Ces 3 terroristes en chef étaient directement responsables des tirs de roquettes de la semaine dernière de Gaza vers Sderot et vers les localités du pourtour. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Des frappes israéliennes perçues comme un bon début par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Je félicite le Premier ministre pour l'opération proactive menée à Gaza. C'est ce qu'a déclaré Itamar Ben-Gvir ce matin. Le ministre et son parti d'extrême droite Otzma Yehudit ont d'ailleurs cessé leur boycott à la Knesset. Diplomatie, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Knights, va quitter ses fonctions. Il avait conseillé à Benjamin Netanyahou de freiner la promotion de la réforme judiciaire en Israël. Il devrait retourner aux États-Unis cet été après 1 an et demi d'exercice en Israël. Washington n'a pour l'instant donné aucune information sur l'identité de son successeur. L'actualité en France, l'avocat et ancien ministre Georges Kiechman est mort à l'âge de 90 ans. Il a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associée à de retentissantes affaires judiciaires. Il a également été ministre sous la présidence de François Mitterrand, né à Paris en 1932. Il a été le défenseur de Pierre Goldman, de la famille de Malik Ouskine ou encore de Charlie Hebdo. Une carrière brillante pour ce fils de déporté qui a grandi dans la pauvreté. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview dans laquelle il parle de sa visite à Auschwitz au micro de Steve Suissa pour France 2. Lorsque j'ai visité Auschwitz, j'étais ministre en déplacement officiel. Bien entendu, il n'était pas question d'être en Pologne sans me rendre à titre personnel à Auschwitz. C'est vrai qu'on se dit pourquoi moi je suis là et pourquoi les autres ont été réduits ensemble. Et ce réflexe d'écrire pardon, je crois que pardon d'avoir survécu, c'est ce qu'ont ressenti énormément de juifs se rendant à Auschwitz. L'avocat Georges Kiechman au micro de France 2. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de l'ultra-droite. Décision prise après la polémique suscitée par celle du comité du 9 mai samedi à Paris qui n'avait pas été interdite. Politique, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale se prononce sur la proposition de loi du groupe Renaissance qui vise à rendre obligatoire le drapeau européen sur toutes les mairies du pays. Et les débats s'annoncent tendus. Ce texte rencontre une certaine contestation dans les oppositions, mais aussi dans la majorité présidentielle. Pour Renaissance, le drapeau européen sur les mairies viserait surtout à conforter un usage républicain. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. La présidente de la Commission européenne est aujourd'hui à Kiev. Ursula von der Leyen va rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Elle l'a déjà rencontré même de son côté. Vladimir Poutine a prononcé ce matin un discours à l'occasion de la journée de commémoration de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne. Le président russe dit avoir repoussé le terrorisme international et sauvé l'humanité du nazisme en ayant envahi l'Ukraine.
Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité évidemment, Fred Hazan pour la série Besoin d'amour sur OCS ce jeudi 11 mai. Mais tout de suite une très courte pause et on revient sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai le président de la commission des lois du Sénat, sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Hors de question que je place ma mère en maison de retraite. Mais là, j'avoue, elle est de plus en plus dépendante et j'ai besoin d'aide. J'accompagne souvent ma mère à la Fondation Oser pour un accueil de jour. En voyant les autres patients atteints de maladie d'Alzheimer, j'ai les larmes aux yeux. On pense qu'ils ne peuvent pas se souvenir, mais petit à petit, j'ai découvert qu'on pouvait ranimer leur mémoire. Ils font un travail extraordinaire. Dans le cadre de l'IFI, déduisez 75% des dons versés à la Fondation. Fondation Oser MES. Infos et dons sécurisés sur oser.fondationjudaïsme.org. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Dimanche 14 mai, journée champêtre de Lac Baomer, de 12h à 19h, Parc de la Brèche Alain Gozlan, avenue de la Brèche à Créteil. Au programme, animation et jeux pour les petits et les grands, nombreux stands, restauration cachère et la présence de personnalités civiles et religieuses. Dimanche 14 mai, dès midi, venez passer une journée champêtre de Lac Baomer, inoubliable, organisée par le Consistoire de Paris, la communauté israélite et le Bet Rabat de Créteil, en partenariat avec la mairie de Créteil. Parking gratuit. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h07 sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Fred Hazan, pour la série Besoin d'amour sur OCS ce jeudi. Et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac ensemble, si vous le voulez bien. 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va, c'est parti, Fred Hazan ? C'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Fred Hazan ? La recette de l'amour, c'est manger du sucre. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Mes enfants. Hein. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Marlon Brando. Quel est le plus beau compliment ? Vivant, hein, je précise. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Qu'on a ri et qu'on a été ému en regardant ma série. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même ? Waouh. Des implants ? Ah oui ? Non. Ma mère, hein, je précise. Comment ? Non, allez-y. C'est pour votre mère, vous avez dit ? Des implants de ma mère. Ah, ma mère, ok. La plus belle qualité humaine pour vous, c'est ? La générosité. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie ? Manger, faire de la promo et remanger. Votre surnom ? Mon père m'appelle Nessim. Pourquoi ? C'est votre deuxième prénom ? On n'a jamais eu d'explication. C'est vrai ? Non, et lui non plus, donc je sais pas. Okay, je le vois ce soir, je lui demande. Il faut gratter. Ouais. Votre philosophie de vie ? Oh là là. Fred Hazan. Si j'en avais une, ça serait pas mal, hein, si j'avais un peu de sagesse, mais hélas, non. Hélas, non. Votre prochain rêve à accomplir ? Alors, une saison 2. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans la vie ? Ah, c'est dur, hein. Vous auriez dû m'envoyer le questionnaire avant. Ah, pas tous les questionnaires avant. Ah ouais ? Le dernier mot que j'aimerais qu'on dise de moi ? Non, je sais pas, j'aimerais qu'on ouvre une bouteille de pommard, tiens, pour moi. Pourquoi pas ? Ouais. Allez, notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, la question auditeur, la première. Quels sont vos projets ? Question de Sarah. Je pense un long métrage et peut-être une saison 2. Un long métrage, c'est-à-dire que c'est en prévision ou c'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Non, en écriture. Il y a une idée déjà ? Oui, il y a déjà une idée. On a le droit d'avoir un petit bout ? Non, mais ça sera peut-être un peu comédie romantique quand même. Ok, allez. Comédie romantique. Et puis je crois savoir moi que vous êtes en écriture pour la scène, pour Max Boublil. Et Artus. Exactement. Est-ce que pour Artus, c'est le spectacle qui doit arriver là à la rentrée prochaine ? Oui, exactement, c'est celui-là. Je suis très curieuse, mais on le recevra avec joie. J'ai un papa qui est fan, qui nous écoute. Il a beaucoup de fans, il est super. Et ouais, c'est un très bel artiste.
Une autre question de Stéphanie. Est-ce que vous avez vu beaucoup de porno pour vous inspirer votre série ? Hélas, oui, j'ai dû regarder énormément. Une troisième question de Jonathan. Est-ce qu'un long métrage est prévu ? Et vous avez déjà répondu. Merci donc à nos auditeurs. Et tout de suite, on passe au coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et dans un instant, un coup de cœur. Et oui, vous avez pu l'apercevoir dans cette saison de The Voice sur TF1. Nad revient avec son single Je n'ai plus peur. Il sort à la fin du mois. C'est un titre que nous diffusons en exclusivité à écouter sur Radio J. Belle écoute. Et même si maintenant, je n'ai vraiment plus de place, et même si ton prénom ne laisse rien et s'efface, je sais t'as plus la même allure, juste celle d'un futur qu'on casse. Pourrais-tu jeter ce pardon et me laisser ma dignité, un semblant de gêne pas trop long, que je reste encore armée. Je sais la suite n'a pas de fond, juste celle d'une blessure déclarée. Oh, tu m'as plu, oh, t'as perdu, je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu, je n'ai plus peur. Oh, tu m'as plu, oh, t'as perdu, je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu, je n'ai plus peur. Je vais refaire un monde sans toutes ces images, boire ces verres de vie pour tourner la page. Je veux qu'on m'inonde du plus grand courage, la plus douce bombe m'explose au visage. Mais le reste m'importe peu, c'est le vide qui nous blesse. Je me fous de ton double jeu qui s'accorde à ta faiblesse. Quand le deuil est fait, le ciel est bleu, l'horizon s'éclaire, j'éteins le feu, adieu, adieu. Oh, tu m'as plu, oh, t'as perdu, je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu, je n'ai plus peur. Oh, tu m'as plu, oh, t'as perdu, je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Et vous êtes en train d'écouter Je n'ai plus peur de Nad sur l'antenne de Radio J. Bonjour Nad. Bonjour Cyrielle. C'est un plaisir d'écouter sa musique pour la première fois en radio, je crois. Bah vraiment, ouais, c'est vraiment une avant-première, ça fait plaisir. C'est très touchant. Merci. Mais avec grand plaisir. Vous avez mis du temps à créer ce titre. Depuis quand il est en préparation ? Non, il est né en décembre. Et on l'a finalisé il y a à peu près un mois. Il y a à peu près un mois. Oui. Donc je suis ravie de le diffuser en exclusivité sur l'antenne de Radio J. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce premier single que nous sommes en train d'écouter ? Alors en fait, ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant, c'est affirmer le fait que je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais qui je suis, et que ayant eu pas mal de parasites dans ma vie, je n'ai plus peur. C'est vous qui êtes à l'écriture de ce titre-là ? Je suis en coécriture. Vous êtes en coécriture. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour assez bien le savoir, on demande aux artistes qui sont en train de pousser un peu partout, évidemment, d'être à la fois à la composition, à l'écriture, à la chanson. C'était pas forcément le cas avant. Ouais. Vous, on a vu notamment sur The Voice dans cette dernière saison. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu quelques épisodes, et notamment un où vous êtes avec la battle, que vous êtes une artiste plus confirmée que ceux qui étaient sur la scène. Et oui, parce qu'en fait, c'est mon métier depuis quelques années. Donc, du coup, j'ai l'habitude de monter sur scène, j'ai l'habitude de chanter, j'ai de l'expérience, je suis pianiste aussi, donc ça aide. Bien sûr. Et c'est vrai que pour moi, alors ça veut pas dire que je n'avais pas le trac, loin de là. J'avais quand même assez peur. Enfin, c'est pas de la peur, mais voilà, vraiment du stress quand même. Mais après, dès que je suis sur scène,
Je laisse tout de côté. Ça se passe très bien. Et ça se passe mais super on bien. l'a vu. Alors vous n'avez pas été sélectionné au battle dans l'émission The Voice, mais vous n'êtes certainement pas. Enfin, celle qui a été choisie n'est pas plus talentueuse que vous, évidemment. Puis c'est les règles de cette émission-là. Ouais. Vous êtes aujourd'hui en studio pour préparer ce premier album. Tout à et fait. c'est, je crois, la force de cette émission qui donne envie justement après de pouvoir faire sa place au soleil, comme je dis souvent. J'aime Tout à beaucoup le flow parce que j'écoutais un peu les maquettes de votre premier album sur On dit souvent. J'espère qu'on aura le plaisir de l'écouter bientôt. Quelle sera la couleur de ce premier album, Nad ? Ça sera une couleur assez pop, chanson française, parce que j'ai baigné dans ce Mais ça milieu-là vous va très bien. avec mes parents. Donc français, pourquoi ? Parce que je suis française et que cette langue est juste magnifique. Et pop, chanson française, c'est que je suis pianiste de base et du coup c'est vrai que j'aime bien ces accords qui restent assez simples et beaux aussi, en couleur. Oui, très bien. On l'entend que de toute façon c'est solaire, ça vous va très bien. Enfin, je me permets, voilà, il y a une sincérité très pure dans ce que vous nous proposez. J'ai envie de revenir un petit peu à la racine. Vous n'êtes pas parisienne. Non, vous êtes originaire de Lyon. Je suis originaire de Lyon. Ensuite, j'ai vécu 10 années à Nice et je viens d'arriver à Paris il y a à peu près 1 an. Pour du coup développer mon projet personnel. Développer votre projet, oui. Bon, c'est très bien. Oui. Vous avez joué avec différents artistes, il faut le dire aussi. Ça fait un petit moment, voilà, que vous faites de la musique. Aujourd'hui, vous avez envie d'être sur scène. D'ailleurs, avec vos titres, on peut vous observer, venir vous voir dans ce premier tour, puisque vous l'appelez comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des prochaines dates à donner ? Je les ai, mais si vous les avez potentiellement, on peut du 25 au 27 mai. Il y aura une première date le 25 au Stockfish. Le Stockfish, tout à fait, à Nice. Le 26 mai au Nantua Fest à Nantua. Le 27 au Zéro Totem Live. C'est ça. Et il y en a une qui vient de se rajouter, c'est le 7 juillet, c'est les Nuits Diamond au Cap Estel. Donc c'est aussi dans le 06, mais c'est très joli, c'est un très bel endroit et aussi je jouerai mes compositions. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous entendre sur Paris. Comme j'ai l'habitude de le dire en off, il y a une petite salle qui s'appelle Les Étoiles, qui donne justement l'opportunité à plein d'artistes qui sont en train de naître comme ça, de venir chanter. J'espère que vous serez bientôt là-bas ou ailleurs. Je vais le noter. Voilà, on en se le dira avec grand plaisir. Je prépare de belles dates pour la rentrée, que ce soit à Paris, à Lyon. Voilà. Eh bien, écoutez, on a été très heureux de vous entendre sur l'antenne de Radio J. Merci si vous voulez beaucoup. chanter un petit truc, c'est avec grand plaisir. Hein, c'est vous qui décidez. Je peux faire en a cappella. Hein. Allez-y, je vous laisse faire. C'est quand vous voulez, Nad. Oh, tu m'as plu. Oh, t'as perdu. Je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu. Je n'ai plus peur. Oh, tu m'as plu, oh, t'as perdu, je hais les pleurs. Oh, tu m'as plu, mais t'as perdu, je n'ai plus peur. Merci Nad sur l'antenne de Radio J. Merci à beaucoup vous d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez nous faire découvrir votre musique, votre univers ou même votre projet, vous pouvez nous écrire sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. En attendant, Nad, on vient vous chercher sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute prochainement. Je pense que ce titre y est à la fin du mois normalement. Voilà, fin du mois, maximum début juin. Il sortira sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux à nad.officiel. Eh bien parfait, on viendra vous voir. Merci beaucoup Nad d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer Fred Hazan, ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc avec Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Fred Hazan. Salut. Eh bien, un petit portrait, voilà, à partir de ce que vous avez partagé aujourd'hui, de ce que vous avez donné à voir de vous, dirais-je. Ce que j'ai pu sentir, c'est qu'il y avait déjà une grande agitation au niveau de l'intellect, au niveau du cérébral. C'était la tête qui était beaucoup en mouvement. Que vous soyez dans le moment où vous êtes en train de vous exprimer ou bien dans le moment de l'écoute, comme on a pu le voir à l'instant avec notre coup de cœur. Voilà, il y a les yeux qui sont comme en hypervigilance. Ça doit témoigner d'une grande agitation et peut-être de beaucoup de pensées. Peut-être même un peu de nervosité, comme si le visage cherche à se détendre en même temps. C'est comme si vous vous serviez de votre corps comme d'un allié pour aller chercher de la détente.
peut-être afin d'être bien présent et de bien répondre aux questions qui vous sont posées. La concentration peut-être. C'est ça. Mais je suis assez nerveux en effet. Voilà, j'ai pu sentir ça et c'était vraiment très ciblé dans le haut de votre corps et vraiment dans les pas épaules. Le bas, hein. Vous pouvez le voir là sur l'affiche. Dans la série, vous pouvez tout voir si vous voulez. C'est vrai. Moi, je ne manquerai pas de regarder. Alors, vous démarrez avec ce goût pour les poèmes, ce goût pour la musique, voire un peu triste, mélancolique. Et vous partez sur un décor, je dirais une mythologie familiale de plutôt une enfance heureuse avec des sœurs. Voilà, vous êtes assez pudique et discret sur toutes vos racines, mais on comprend qu'il y a déjà cette envie d'aller créer et cet amour des lettres et que voilà, ça ne vous quitte pas. Vous dites que vous écriviez des poèmes depuis très très jeune. Ouais. Donc on sent déjà que le romantisme est aussi un fil. Mais c'était des poèmes sur la mort surtout. Ah bah d'accord, on ne savait pas. Je ne savais pas. Alors, je vous dis, mais ça pouvait être un peu romantique, mais c'était surtout des trucs un peu comme ça, des questionnements existentiels. Exactement. Alors c'est un peu ce que j'ai trouvé d'indissociable dans tout votre sujet ici. C'est toujours, j'ai aimé ce mot que je ne connaissais pas, dramédie. Oui. Comme si, comédie romantique, c'était peut-être un petit peu galvaudé et qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a quelque chose de toujours collé l'un à l'autre, c'est le rire et l'émotion. Ouais. Exactement, sans transition. Moi, j'aime bien ça. Quand on passe d'un vrai moment de rire à un truc... Mais c'est vrai que quand on regarde cette série, on se rend compte en effet de ce que c'est vraiment la dramédie. Parce qu'on a envie de rire et à la fois il y a beaucoup d'émotions qui vient nous chercher avec un panel de couleurs diverses et variées, mais avec toujours en toile de fond l'envie de sourire. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de sujets qui cohabitent, qui sont pas forcément toujours en lien les uns les autres dans le monde hors du petit écran. Mais le porno côtoie pas forcément la religion, l'amour d'une mère. Donc, vous faites côtoyer plein de sujets comme si c'était important de tout relier. Alors, je ne sais pas si dans votre enfance ou votre adolescence, il y avait peut-être des clivages, des sujets séparés, peut-être des tabous, parce que j'ai pu sentir qu'il pouvait y avoir comme un peu une mission. Vous dites qu'il y a dans ce premier épisode un peu la définition de l'amour. Alors ce serait quoi? Il y aurait une mission éducative à la série? Non, mais en tout cas, moi j'ai été élevé avec beaucoup de liberté d'expression. C'est ça. Donc s'il y a une mission, c'est peut-être de se dire j'aime bien pouvoir m'exprimer de façon très libre et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette série. Donc la mission, c'est peut-être ça, de pouvoir dire plein de choses de façon très libre. Et sans les séparer du coup. Ouais. Exactement, sans les séparer et sans transition, parce que je pense que les gens sont assez intelligents pour prendre tout ça, Et accepter tout ça. Vous voyagez d'un univers à un autre et vous dites quand j'ai envie de travailler avec quelqu'un, j'hésite pas à demander. Donc je ne sais pas si ça vous a été transmis. C'est un peu une forme d'audace de se dire moi j'ai confiance en ce que je fais et il y aura peut-être un compagnon de route. En tout cas, le fait d'écrire en groupe et d'avoir un collectif, c'est très important. Vous êtes vraiment dans l'idée de savoir vous entourer et vous faites pas forcément barque seule. Hormis quand vous êtes aux commandes. Alors c'est comme si vous étiez sur tous les plans, vous êtes très impliqué comme s'il fallait que votre projet vous ressemble. Oui, alors ça c'est peut-être la peur de pas tout contrôler, de vouloir, en faisant tout ça, je me dis au moins si c'est pas bien, ça sera que de ma faute, Vraiment prendre qu'à moi-même. Mais oui, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des gens quand c'est des projets collectifs ou des one man. Mais là j'avais envie de tout faire tout seul. Tout à l'heure on parlait de écrire, composer et tout. J'avais envie de faire tout. Je sais même pas que j'avais envie, c'est que j'avais besoin. Voilà, d'ailleurs c'est au cœur de votre récit aussi, ce besoin d'amour. Jordi en a fait un peu témoignage dans sa chronique. C'est un fil rouge dans vos différentes œuvres, mais c'est peut-être également dans votre vie. Mais il y a une différence, on est un petit peu chez Platon, l'amour et manque. Et donc est-ce qu'il y a pour vous une différence entre besoin et envie? Et qu'est-ce que ce serait? Allez, là vous me posez une colle, Il n'est même pas 16h30, c'est dur pour moi. Est-ce qu'il y a une différence entre besoin et envie? Je suis plus intéressé par le besoin que par l'envie en tout cas. Je trouve ça plus intéressant.
C'est ça, parce que l'envie témoigne plus du monde de Spinoza avec la pulsion, l'élan créateur, et donc vous faites aussi ça dans votre métier. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, Cyrielle, il est créateur de sa série, hein, donc vraiment metteur en scène, scénariste, vous êtes aux commandes totalement. Donc voilà, il y avait cette petite nuance que je tenais à témoigner. Les besoins fondamentaux de l'existence, hein, voilà, manger, se sentir en sécurité, les besoins spirituels, et en même temps l'envie, la place de l'envie dans tout ça, hein, et ce lien aux hormones et ce dont nous sommes constitués aussi. Exactement, physiologique, ouais. Exactement. Alors vous le dites, je me suis écrit ce que j'avais envie de dire. À qui ? Peut-être à moi-même et à tous les gens qui vont regarder, mais surtout mais même parfois quand j'étais en train de monter la série, il y a plein de choses qui m'ont échappé. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça que je pensais au départ que ça allait être beaucoup plus drôle que ça. Ah mais c'est drôle, hein. Oui, c'est drôle, mais je veux dire, je pensais pas qu'il y allait avoir des moments comme ça. Avec de l'émotion. Oui, je voulais qu'il y ait de l'émotion, mais par moments je me suis dit, waouh, peut-être que ça va pas si bien de temps en temps. Non, mais j'ai exprimé des choses assez profondes en moi, en tout cas. Je dis pas que ça a beaucoup de profondeur, j'ai pas cette prétention, mais en tout cas des choses profondes et honnêtes. Et je me suis dit, ah ouais, c'est bien, j'ai réussi à dire ça, j'étais assez content. Alors vous vous êtes surpris à aller un petit peu plus rencontrer vos parts d'ombre, hein. Vous le dites, c'est un métier de l'ombre, l'auteur de l'ombre, l'homme de l'ombre. Je suis avec tout ça quand je vous écoute et je me dis, voilà. Il y a peut-être aussi le fait de dédramatiser tous ces sujets et de porter un petit peu une parole plus libre qui va toucher voilà tout le monde. Donc c'est un petit peu ça devrait être remboursé par la Sécu quelque part. Ça serait pas mal, c'est une bonne idée. Je terminerai avec une petite citation de Platon, justement, parce qu'on était vraiment avec ça, l'amour et manque. Il disait donc que tout homme qui est touché par l'amour devient poète. Voilà, ça m'a fait penser à vous. Merci beaucoup, Fred Hazan. Merci à vous. Et merci à vous aussi, Nathalie Dedrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Fred Hazan, auteur, acteur et réalisateur de la série Besoin d'amour sur OCS ce jeudi 11 mai. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Ça peut être un mot, une phrase, ce que vous voulez. Une phrase, écoutez, je sais pas. En tout cas, j'ai été très touché par ce portrait. C'est super ce que vous avez fait. Non, je sais pas, j'espère que vous allez aimer ma série et j'ai beaucoup aimé ta chanson aussi. Nad, voilà. Nad, c'était un super moment, merci. Merci à vous, Nad, d'avoir été mon coup de cœur aussi sur l'antenne de Radio J que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter nos invités, nos émissions en podcast sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Pascal Demolon. Et puis bien évidemment, à demain et belle journée à tous sur Radio J. Les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer